Donc là, voilà, avec les 300 000 tonnes d'uranium-238 dans un réacteur de quatrième génération, environ 2000 à 4000 ans d'électricité française, juste pour notre stock de réserves stratégiques d'uranium-238. Sachant que derrière, il y a des réacteurs qui sont capables de produire plus qu'ils consomment. Et c'était des tests qu'on faisait sur Super Phoenix. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait on est victime d'une escrologie qui est complètement dantesque. Et le but réel de tout ça, je pense que c'est de nous... Bon les amis, aujourd'hui on va se faire une vidéo qui est vraiment très importante. C'est peut-être l'une des plus importantes de la chaîne parce que j'en ai vraiment, mais alors vraiment marre de tous ces trous de balles qui passent leur temps sur les chaînes de plateau mainstream à nous vendre de la merde, à nous vendre la peur et à raconter les plus grosses sornettes du monde alors que le problème, ils en sont la cause. Voilà. Donc on va parler de réchauffement climatique, on va parler de climatisation et on va parler d'énergie. Mais avant ça, je vais vous laisser avec cette dame pendant 3 minutes et 36 secondes. Et si vous tenez jusqu'au bout, bravo à vous. Ensuite, évidemment, si vous tenez jusqu'au bout, eh bien, je vais vous montrer pourquoi cette dame, j'ai envie de lui faire ramasser son caquet parce qu'elle m'énerve à raconter des conneries. Alors elle, mais aussi tous les autres, hein, évidemment, qui racontent en boucle les mêmes conneries, alors que tout ça était évitable depuis des années. Et si le pognon n'avait pas disparu, eh bien, on serait en capacité d'avoir de l'énergie quasi infinie. D'accord? Quasi infinie. On était sur la voie de le faire. Et aujourd'hui, on a des trous de balles avec des coiffures de merde qui viennent sur les plateaux nous raconter des conneries et faire peur à papy et mamie, et ça fonctionne. Donc, j'en ai marre, je vous la mets pendant 3 minutes 36. Si vous ne voulez pas l'écouter, ne l'écoutez pas. Avancez évidemment sur le timecode. Sinon, bon courage à vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, hein, de ce qu'elle va dire. N'hésitez pas à la débunker, évidemment, dans le plus grand des respects. Sinon, YouTube va tout simplement shadowban vos messages. Des fois, j'ai des commentaires qui disparaissent. Donc, si vous voulez pas que ça disparaisse, et si vous voulez que je les lise, évitez d'être insultant, s'il vous plaît, dans le respect, mais n'hésitez pas, je vous en supplie, à me dire ce que vous pensez de cette dame et de ce qu'elle va dire, et de tous ceux de son espèce, parce que j'en ai vraiment ras le cul. Voilà, et je le fais avec le sourire. Vous voyez, c'est quand même un truc de fou, c'est que malgré qu'on se fasse dilater le baltrou à longueur d'année, eh bien, je souris. Et j'espère que vous aussi. Bref, longue introduction, mais il fallait quand même mettre le contexte. Hein. Vraiment, je vous vends la saucisse merguez là. Et vous allez me monter la moutardonnée, je le sens. Allez, c'est parti, je vous la mets depuis le début. Go. Le jour où on passe à 50, je dis qu'en 2005... C'est un problème pour les tenues chez nous. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut survivre à une chose pareille, à une canicule à 50 degrés? Ça m'étonnerait. Il y a eu une étude qui a été publiée il y a 2 ou 3 ans qui comparait les capitales européennes et qui avait conclu que en 2050, Paris, avec ce que Paris prévoit de faire, serait la capitale européenne la plus meurtrière. Et donc, si on a 50 degrés pendant plusieurs jours, avec l'ensemble des infrastructures, parce que là, le réseau électrique a tenu quand même, hein, il y a eu des pannes, etc. Mais si le réseau électrique ne tient pas, alors tous les gens qui viennent me parler de la climatisation, etc., c'est très bien tout ça, mais à condition qu'on ait un réseau électrique qui tienne. Et donc, quand on sera à 50 degrés pendant plusieurs jours, le réseau électrique ne tiendra pas. Et surtout, là, si on continue de pannes, des dizaines de milliers de foyers. Il y a des foyers qui sont privés d'électricité. Parce que les câbles, en fait... Alors justement, par exemple, par exemple, les foyers qui sont privés d'électricité, il y avait une personne qui me racontait qu'ils ont des volets roulants électriques. Vous savez, à chaque fois que vous entendez qu'il y a quelque chose d'intelligent, il faut vous méfier, quoi. Une machine intelligente qui vient vous aider, il faut vous méfier. Et ben, leurs volets roulants, ils peuvent ni les ouvrir ni les fermer parce qu'il y a la panne d'électricité pas loin de Paris, ça s'est produit. Du coup, elle vient te dire des choses très intelligentes, donc faut peut-être se méfier. Et donc tout ça ne va pas tenir. Et il faut nous préparer pour 50 degrés, mais pas pour 2050, pour 50 degrés demain. Demain, 2026, 2027, ça pourrait se produire. Et là, vous parlez des clims qui lâchent, de l'électricité qui lâche, et dans les trains, déjà, les clims ne sont pas adaptés à un tel niveau de... Oui, par exemple, pour les EHPAD... On a préféré annuler des trains que laisser prendre le risque d'avoir une panne de clim. Pour les EHPAD, il y a eu, je connais des histoires d'EHPAD où ils ont eu la climatisation qui a été livrée, enfin, ils ont eu le budget pour la climatisation, mais pas de budget pour le groupe électrogène. Ah ça, je veux bien le croire qu'ils ont eu le budget. Rendez le pognon, putain, rendez-les les 52 milliards. Alors j'ai vu 60 milliards à droite, 52 milliards à gauche. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour compter les milliards. Hein. Y a quand même 50 milliards qui se sont évaporés. Alors rendez-les, hein, parce que les EHPAD aujourd'hui, bah, t'as juste une salle commune où la plupart des gens, hein, la plupart des résidents ne peuvent pas tous tenir en même temps. Du coup, il y en a qui crèvent de chaud dans leur chambre et qui crèvent pour de vrai. Voilà. Et ça, c'est avec notre pognon qui a disparu.
C'est magnifique. Mais oui, bah, je veux bien te croire qu'ils ont eu le financement, cocotte. Et donc, s'il y a une panne d'électricité, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre clim. Et effectivement, les trains se sont arrêtés. Et il y a eu plusieurs trains qui ont été annulés par la SNCF parce que, pour ne pas prendre de risques, dans les trains, il y a deux choses. Il y a le système de climatisation, mais il y a aussi les rails. On l'a vu, je ne sais plus dans quel pays d'Europe, les rails qui sont, je crois que c'était en Allemagne, parce que ça n'a pas été conçu pour ces températures-là. Une dernière chose en ce qui concerne la climatisation, ce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que c'est assez technique, c'est que les climatisations qui sont vendues en Europe, elles sont testées pour fonctionner à 35 degrés de température extérieure. Donc, dès qu'on est au-delà... Toutes celles qui sont actuellement vendues en Europe, oui. Donc, parce que c'est la norme européenne qui dit ça. Et la norme européenne, elle a été adoptée au début des années 2000 et il paraît qu'ils ont mis 20 ans pour se mettre d'accord. Donc, c'est pour vous dire le temps que ça prend. Et donc, ça veut dire que... Mais ça existe des clims qui tiennent bien au-delà quand on va à Dubaï, dans ces pays-là. Bien sûr. Moi pendant 3 années, je travaillais sur les essais des climatiseurs. Et quand les gens de Dubaï, du Middle East, du monde arabe, du Moyen-Orient, voulaient acheter des climatiseurs qui étaient faits ici, ils étaient testés à des températures beaucoup plus élevées. Ils venaient assister au test parce qu'ils savaient qu'en Europe, on testait les appareils pour 35 degrés. Donc, au-delà de 35 degrés, qu'est-ce qui se passe? La performance de l'appareil n'est plus la même. Et si on arrive à 50, probablement que la plupart des appareils, parce que c'est pas la bonne solution en termes de climatisation, c'est des solutions air-air qui sont en lien avec l'air extérieur et donc qui dépendent de la température extérieure. Et on a fait les tests, on a décidé collectivement, enfin l'industrie a décidé, parce que les normes c'est l'industrie qui les fait, 35 degrés. Donc quand on est à 40 degrés, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Quand les gens se plaignent, ils disent la clim ne fonctionne pas bien, mais c'est tout à fait normal. Putain, la vache. Waouh. C'est violent quand même, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fume à fond de balle. Déjà, elle te parle des normes européennes et qu'elle te dit, oui, ça fait 20 ans, ils ont mis 20 ans pour se décider. Alors imaginez, si on devait rehausser les normes européennes, il nous faudrait 20 ans de plus. Alors du coup, en Europe, on n'a pas les bonnes clims, on n'est pas du tout adapté aux grandes chaleurs et on n'est pas prêt de s'y adapter. Parce que là, ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'il va falloir 20 ans de plus quand même pour s'adapter. Donc elle te dit que tes clims, c'est de la merde, que s'il fait véritablement 50 degrés, t'auras pas de clim, parce que même si t'en as une, elle fonctionnera pas, parce que l'Union européenne a dit, la norme, c'est 33 degrés. Voilà, bravo l'Union européenne, comme d'habitude, ils sont bons à nous faire chier et à nous dilater le bal-trou et à rien d'autre. Donc merci l'Union européenne, j'espère que vous allez mettre des petits claps dans l'espace des commentaires. Ensuite elle te dit, oui bon, 2050 c'est 50 degrés à Paris, la ville la plus meurtrière. C'est sûr que si Paris ne s'adapte pas, si Paris reste Paris, forcément, il va y avoir des petits problèmes. Mais après, j'ai envie de te dire, ça sera bien fait pour les Parisiens. C'est qui véhicule le plus l'idéologie et l'escrologie en France? C'est les Parisiens. Donc, j'ai envie de te dire, ce n'est que monnaie rendue. Voilà, c'est tout. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut isoler son appartement ou sa maison, s'il veut mettre de la climatisation ou pas, ça reste sa décision. Ensuite, elle te parle de panne de réseau. Panne de réseau. À cause des climatisations qui vont tourner, qui vont écrêter un besoin d'énergie énorme en même temps, évidemment. Alors du coup, on en parle des voitures électriques parce que le grand projet de l'Union européenne, c'est quand même de nous forcer à équiper tous les Français et tous les membres de l'Union européenne, enfin tous les citoyens, avec des voitures électriques. Donc comment ça se passe quand d'un coup, tu as, c'est combien, 450 millions de personnes, je crois, en Union européenne, qui branchent leur voiture en même temps. Alors heureusement, ça n'arrivera sûrement jamais, t'imagines, 450 millions de personnes qui branchent leur voiture en même temps, ce serait un petit peu catastrophique. Mais tu m'expliques comment on fait? Parce que votre idéologie, elle marche d'un côté, mais par contre, elle marche pas de l'autre, avec des petites clims qui consomment quand même beaucoup moins qu'une voiture électrique. Déjà là, le narratif m'énerve un petit peu, il m'irrite. Mais de là à dire qu'on va faire sauter le réseau, là, tu vois, j'ai les boules qui montent là. Parce que qui a créé un réseau qui est défaillant? C'est bien l'Union européenne. C'est bien l'Union européenne qui nous casse les couilles en donnant la priorité aux énergies renouvelables, c'est-à-dire aux énergies éoliennes et aux énergies panneaux photovoltaïques. Ah oui, parce qu'au lieu de faire tourner nos centrales nucléaires en mode base, c'est-à-dire en mode 100%, et on y va à fond de balle, on crée de l'énergie à fond la caisse, et le surplus, à la limite, on l'investit, comme certains l'ont proposé, dans du bitcoin ou dans d'autres choses, bref, dans du minage, en tout cas, l'énergie ne serait pas perdue, au contraire, elle serait rentabilisée sur le long terme, elle te permettrait d'avoir un fonds souverain qui enrichirait le pays, mais non. Au lieu de ça, on préfère donner la priorité sur le réseau à des énergies renouvelables qui affaiblissent notre parc nucléaire, qui le dégradent.
et qui en plus risque de nous faire un blackout comme, je sais plus c'était quand, c'était il y a peut-être 1 an ou 2 là, je sais plus quelle année c'était, mais c'était en Espagne, rappelez-vous, il y a tout le réseau qui a sauté à cause d'un écrêtement parce qu'il y a eu trop de production énergétique des énergies renouvelables, chose qui arrive assez rarement, mais pour le coup, c'est arrivé et ça a fait sauter les centrales nucléaires qui se sont mis en sécurité. On est quand même sur un truc de zinzin quand même. C'est eux qui créent l'affaiblissement de ce réseau électrique. C'est eux qui ont organisé tout ça. Et au-delà de ça, au-delà de cet affaiblissement, je vous rappelle que la France était pionnière dans les énergies nucléaires, d'accord, dans la recherche de l'énergie nucléaire. On était au top. On a été les premiers à faire le réacteur Rhapsody. Ensuite, on a fait Phoenix. Ensuite, on a fait Super Phoenix. Et ensuite, on a commencé à tabler sur le projet Astrid, qui était en fait un Super Phoenix amélioré, dopé, mais vraiment puissance 10, avec un niveau de sécurité quand même relativement très élevé. Franchement, ça vendait du rêve, avec un caloporteur au sodium liquide qui permettait d'avoir une sécurité bien plus accrue, avec une température moins élevée, un besoin d'énergie moins élevé aussi. S'il y avait une panne, le réacteur pouvait s'éteindre tout seul, d'accord. Enfin, dire en termes de réacteur sécuritaire, on était au top. Et derrière ça, ce réacteur permettait de consommer nos déchets. Que ce soit les déchets les plus radioactifs comme les déchets, l'uranium 238 qui actuellement est considéré comme un déchet puisqu'il n'est pas très valorisable. On peut l'utiliser pour faire du MOX, donc on le remet une fois dans la machine, mais sinon le reste est stocké, en attendant que peut-être un jour un gouvernement se décide à investir pour de vrai dans un réacteur de 4e génération, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'idéologie, c'est de nous plonger dans l'austérité, c'est de détruire nos économies, c'est de détruire nos populations. Et donc ces gens-là viennent vous raconter jour et nuit que la canicule va vous faire cramer littéralement, qu'il ne faut pas utiliser de climatisation parce que si vous le faites, vous allez faire cramer le réseau et que du coup, à cause de vous, la planète entière va cramer. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est des raccourcis, mais on n'est pas très loin par rapport à certains discours. Donc, ça commence à être un petit peu énervant. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, on a à peu près, alors ça dépend des sources, on a entre 300 000 et 400 000 tonnes d'uranium 238. Donc si je remonte un peu ici, parce que là ce qui est bien, c'est que je suis tombé sur un site qui t'explique globalement comment ça fonctionne, et c'est très bien pour vous imager. Donc en gros, quand on a dans notre réacteur nucléaire un combustible, on a 96% du combustible usé qui est recyclable. Sauf qu'en réalité, ce combustible finit à faire un tour en MOX et puis le reste finit enfermé, je ne sais pas trop où, dans des entrepôts, c'est vitrifié, je ne sais pas comment c'est stocké, d'accord, mais c'est stocké. Et en fait, on a accumulé plus de 300 000 tonnes. Alors la dernière fois que j'ai regardé, une source qui était beaucoup plus fiable que ce site, c'était plus de 325 000 tonnes d'uranium. Donc, il y a quand même de quoi faire. Donc, en gros, sur ta barre de combustible, tu consommes 4%. Donc, tu as déchets ultimes, produits de fission, structure métallique. Donc, tu as 4% de véritables déchets qui finissent enfermés quelque part sous terre, vitrifiés, parce que pour le coup, ceux-là sont vraiment très dangereux. C'est les actinides mineurs de mémoire. Ensuite, tu as 96% de matériaux qui sont recyclables. Et je crois que sur les 96% dont on parle, on utilise à peine 4% de l'uranium 235. Donc voilà, on jette quand même pas mal de choses. Et donc, ça finit enfermé dans des conteneurs. Alors avant, effectivement, je ne sais plus où c'est, voilà, on le recycle en MOX, hein, d'accord, donc dans des nouveaux réacteurs. Ça passe dans nos réacteurs, je crois, à eau pressurisée, hein, c'est les réacteurs qu'on utilise nous sur notre parc nucléaire. Donc on fait un petit tour de MOX. Ensuite, eh bien, ça permet de réduire de 5% le volume de déchets de haute activité, donc les fameux actinides mineurs. Et puis ensuite, le reste, ça fait partie d'une réserve stratégique. Donc on a les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui permettraient, si on voulait vraiment les réutiliser, de faire 60 000 tonnes d'uranium. Ça correspond en fait à 60 000 tonnes d'uranium naturel. Donc ça te permettrait de durer, 7-8 ans, tiens c'est ici, 7-8 ans de consommation annuelle d'uranium sur le parc français actuel. Voilà, je lis à la volée comme ça, on pourrait en faire une vidéo complète, mais globalement voilà, les 300 000 tonnes dans les réacteurs actuels, c'est l'équivalent à 7-8 ans de production. Et je vous montre ça pour une seule et bonne raison, c'est que notre parc actuel n'est pas optimisé pour utiliser au maximum de son potentiel cet uranium. Et ça, c'est voulu. C'est une décision politique qui a été prise il y a peut-être une vingtaine d'années, hein, d'accord ? Ça a été saboté et le clou sur le cercueil, c'est Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui l'ont planté. Mais ça remonte un petit peu plus...
enfin d'un petit peu plus loin dans le temps. Voilà, je m'exprime un petit peu mal, je suis désolé, c'est parce que je parle un peu sur le coup de l'émotion, ces gens-là m'énervent. Et j'avoue que j'avais pas préparé la vidéo, j'ai juste vu ça passer, je réagis avec vous. Ça m'énerve. Ça m'énerve véritablement de voir ces gens essayer de vous escroquer, essayer de vous alarmer, essayer de vous faire peur, essayer de vous désinformer, alors que eux sont la source de notre problème. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que si vous regardez ici, j'ai demandé à ChatGPT, dans un réacteur de 4e génération, combien d'années on pourrait produire d'énergie avec les 300 000 tonnes d'uranium 238 qui sont actuellement stockées en termes de réserves stratégiques. Eh bien, on est entre 2400 et 3600 années d'électricité française. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce que disent les rapports sérieux, le même CEA, donc, et doctrine française du cycle fermé, c'est-à-dire en gros l'utilisation d'un réacteur de 4e génération. Et encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu flou ce que je suis en train de vous raconter parce que il faudrait vraiment structurer la vidéo pour bien comprendre de quoi on parle. Mais globalement, selon les rapports très sérieux et notamment les dires de Yves Bréchet, voilà, les stocks d'uranium appauvri français, c'est équivalent à plusieurs milliers d'années d'énergie, et parfois même quasi-ressources énergiques inépuisables à échelle humaine. À échelle humaine, on ne parle pas de la France, on parle à échelle humaine. Donc c'est-à-dire que si le monde entier était équipé de réacteurs de 4e génération, on aurait quasiment une énergie illimitée. Et vu l'espérance de vie humaine, c'est bizarre ce que je dis comme ça, mais vu ce qu'on est en train de faire dans le monde et comment on est en train de diriger la population globale vers un gros mouvement de dépopulation qui est organisé un petit peu dans le silence, bon, on peut être amené à penser qu'on a une énergie quasi illimitée. Parce qu'en fait, on n'arrivera pas à l'utiliser avant de voir l'espèce humaine s'éteindre. Voilà, tout simplement par notre propre faute. D'accord ? Donc bon, c'est quand même assez fou. Parce qu'au début, là, je lui ai demandé ça, parce qu'au début, il me dit oui, c'est 16 à 20 ans. Je lui ai dit non. Va voir des sources sérieuses, arrête de me faire tes calculs au doigt mouillé, trouve-moi des sources sérieuses et dis-moi réellement combien d'années on peut tenir. Donc là, voilà, avec les 300 000 tonnes d'uranium 238 dans un réacteur de 4e génération, environ 2000 à 4000 ans d'électricité française, juste pour notre stock de réserves stratégiques d'uranium 238. Sachant que derrière, il y a des réacteurs qui sont capables de produire plus qu'ils consomment. Et c'était des tests qu'on faisait sur Super Phoenix. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait on est victime d'une escrologie qui est complètement dantesque. Et le but réel de tout ça, je pense que c'est de nous amener vers la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je dis pas qu'on va exterminer tout le monde, je dis juste qu'on est en train de nous projeter vers l'appauvrissement, vers la famine, vers tout ce qui est possible de faire pour nous exterminer un maximum avant de peut-être recommencer sur un nouveau cycle avec un nouveau système, etc. Là, à partir de là, je dis tout et n'importe quoi en fait. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Je ne peux pas savoir ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont programmé. Je ne peux pas me glisser comme une petite souris dans leurs locaux et les écouter, les espionner comme on pourrait le faire dans un film. Je ne peux pas. Tout ce qu'on voit, c'est voilà, tu tires le fil et tu vois que ça te mène vers de grands projets de dépopulation, vers de l'austérité, vers une soumission des populations, vers un contrôle, vers ci, vers ça. Et ça passe par la peur, ça passe par l'ingénierie sociale, etc. Voilà. Bon. Globalement, je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez que le problème de la clim qui va faire sauter le réseau, tout ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est ce qu'on a fait depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. C'est le fait qu'on n'a pas investi là où il fallait. C'est le fait qu'il y a énormément d'argent qui a été détourné. C'est le fait que ces gens qui sont actuellement au pouvoir ont créé le problème. Voilà. On ne parle pas du réchauffement climatique. Là, on parle vraiment du problème énergétique et de la propagande qu'il y a autour de ça. Voilà, et de la désinformation aussi, parce que là, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'effectivement, des technologies comme ça, elles étaient en voie de développement. On a d'ailleurs le projet Astrid qui aurait dû entrer en développement, mais qui a été repoussé, je crois, jusqu'à la fin du siècle. Je crois que c'est jusqu'en 2100, grâce à Emmanuel Macron. Alors peut-être que ça reviendra plus tôt si on a un changement de régime, s'il y a des Français qui se réveillent, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, je crois que ça a été repoussé à 2100. Et l'excuse du CEA, etc., c'est que l'uranium coûte pas cher. Si tu les écoutes, ils sont tous en train de te dire que le prix de l'uranium va exploser, que bientôt l'énergie va devenir inaccessible, etc., que c'est une ressource qui se raréfie. Allez vous faire foutre. Voilà, allez vous faire foutre avec vos conneries. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Sachant que la Chine est déjà en train de tabler sur des prototypes de réacteurs au thorium. Donc c'est une énergie qui est encore plus abondante parce que le thorium, t'en trouves partout. C'est pas cher du coup. Et du coup, tu as encore plus d'énergie à disposition. Donc là, ils sont en train de créer un faux problème.
Sachant que si on arrêtait de partager notre énergie, hein, l'énergie française, qui est issue du parc nucléaire français, si on arrêtait de le partager avec l'Union européenne et qu'on arrêtait d'indexer le prix de l'électricité produite en France via nos réacteurs sur le prix du gaz allemand, qui nous l'a mis à l'envers après les sanctions qu'on a connues avec la Russie, etc., les sanctions boomerang qu'on s'est pris dans la gueule après l'explosion de Nord Stream 2, etc. Enfin bref, on pourrait refaire toute l'histoire comme ça. Et on pourrait en parler pendant des heures. Ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, ces gens-là vous mentent, ces gens-là vous manipulent, ces gens-là se foutent de votre gueule, et ces gens-là y arrivent. Ils y arrivent, parce que la plupart des gens sont complètement idiots. Je suis désolé, on est en idiocratie. Pour le coup, ce film est un film qui a peut-être vu juste, hein, le réalisateur, celui qui a écrit le script de ce film, a peut-être vu juste avant tout le monde, ou alors c'est un film qui était destiné à nous dévoiler le futur. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. On nage en pleine folie. Et moi, ça me dépasse de voir qu'à la fois, on puisse dire autant de conneries à la télé, qu'on puisse faire autant de propagande, qu'on puisse détourner le problème, qu'on puisse déplacer les poteaux et les buts et le terrain, on déplace même les joueurs, on déplace les tribunes, on déplace le monde entier. Enfin, c'est quand même fou. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et on fait culpabiliser les gens. Et c'est ça le pire. C'est que les gens, en culpabilisant, se mettent à moins consommer, à s'auto-flageller, à... Bientôt, ils vont aller demander l'euthanasie parce qu'ils sont trop sur Terre et qu'il faut penser à la planète, etc. Et ces gens-là, ils se fendent la gueule, ils s'en mettent plein les poches. Enfin, désolé, mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller, les amis, et réveiller les gens autour de vous parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Bref, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous voulez qu'un maximum de personnes réagissent. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, je suis fermé à aucune discussion, donc si vous avez une vision des choses différentes, une idéologie différente, faites-le, dites-le. Du moment que c'est dans le respect, bon bah voilà, peut-être même que je vous répondrai, que j'acquiescerai, allez savoir, peut-être que vous allez me faire changer d'avis. En attendant, moi, ce que je constate, c'est que t'as des... Je sais même pas comment le décrire, hein, des épouvantails qui viennent sur les plateaux mainstream faire de la propagande à la fois à la télé, mais aussi à la radio. Et ça passe. Remettez les choses dans le bon ordre, essayez de rétablir les faits, essayez de remettre la culpabilité et la responsabilité sur les vrais responsables, c'est-à-dire ces gens-là. C'est ces gens-là qui nous ont mis dans cette situation. Et c'est ces gens-là qui sont en train de faire une inversion accusatoire. Voilà, en déplaçant le narratif, les causes, etc., etc., etc. Donc stop. Vraiment stop. On arrête, on les dénonce, on les défonce, en tout bien tout honneur. Et on arrête de sombrer dans le chaos. Hein. C'est bon, il y en a marre.